Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, dans ce deuxième module du cycle de formation à la meunerie, enfin d'initiation à la meunerie. Donc, c'est un cycle qui est organisé dans le cadre du projet Foodwapi qui vise au développement des filières céréales et viande bovine en circuit court. Et donc, ici, on est dans le cadre des filières panifiables. Et donc, aujourd'hui, le module va porter sur tout ce qui est valorisation des céréales panifiables et tout ce qui est qualité. Donc pour ça, on a la chance d'avoir Georges Chinave du CRAW qui va nous présenter tout ça. Juste au niveau pratico-pratique, donc ici la visio est enregistrée, comme ça au cas où, voilà, vous avez toujours possibilité de pouvoir venir repêcher de l'info si vous manquez certaines choses. Par défaut, vos micros sont coupés, donc si jamais vous avez une question, on ne vous entend pas, il faut activer le micro. Donc là, c'est en bas à gauche. Et alors, ce que je vous demanderai, c'est pendant la présentation, quand vous ne parlez pas, c'est de couper vos micros pour éviter les boucles de retour, parce que sinon, ça fait un écho désagréable et ça devient vite problématique. Voilà, si jamais vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, en bas, enfin, selon votre affichage, en bas ou en haut, vous avez une petite bulle de discussion où il est marqué chat. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez poser vos questions. Voilà, je vais vous mettre un message comme ça. Vous verrez normalement apparaître. Et alors, si jamais il y a vraiment des questions, enfin, donc voilà, Georges, il répondra soit au fur et à mesure si vous avez vraiment des questions voilà, de compréhension qui vous bloquent pour comprendre la suite. Et alors, si jamais c'est plus des questions générales, etc., ça, on passera de toute façon toutes les questions en revue à la fin pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, pour ceux qui n'auraient pas de micro, n'hésitez pas à utiliser le chat pour toute question, remarque, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas. Je pense a priori que tout le monde a un micro. Mais voilà, comme ça, vous avez les petites infos pratico-pratiques. Oui. Voilà, je ne sais pas, Georges, si tu veux peut-être d'abord qu'on fasse un petit tour de table, que chacun se présente rapidement, dise d'où il vient et ce qu'il fait, comme on n'est pas énormément. Ça peut être assez rapide. Donc, moi, pour ma part, Simon Duquesne, je travaille pour le Parc naturel du Pays des Collines. Et donc, la visio d'aujourd'hui est en collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l'Escaut. Voilà, Georges, je te laisse te présenter peut-être. Georges Sinave, je travaille au Centre Wallon de recherche agronomique de Jean Blou déjà depuis quelques années, en jugé par les tentes grisonnantes. Et donc, j'ai une certaine expertise de tout ce qui est aptitude des céréales à la transformation. Donc, comme c'est moi qui vais parler le plus, je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Ok, merci. Michel, ton micro est coupé. Oui. Voilà, on t'entend. Je dois me présenter, c'est ça? Oui, J'ai pas en deux mots. Oh, excusez-moi. Donc, ouais, j'ai pas l'image, hein, tant pis. Michel Leclerc, donc, oui, agriculteur à Wilmot, près de Tournai, en conversion bio depuis juin de l'année passée, en grande culture. Et voilà, intéressé par les fromages panifiables pour pouvoir peut-être produire sa propre farine et la vendre au magasin qu'on vient d'ouvrir à la ferme. Voilà, je suis tout oui. Merci. Jean-Michel? Ah, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Et là, ça va? Oui. Bon, très bien. Jean-Michel Delay, bonjour à tous et à toutes. Mes tempes sont très grisonnantes aussi, hein. Donc, parce que je suis donc pensionné, comme on dit en Belgique. J'étais sélectionneur chez Le Maire des Fontaines donc, pendant plus de 40 ans, en froment et en toute espèce de céréales à paille et de pois protéagineux. Et bon, toujours très intéressé par tout le milieu de la production, de la transformation des céréales. Voilà. Super, merci. Christine et Francis? Oui, on vous entend. Non, ça ne se voit rien. On voit le plafond, mais on a une image. On voit le plafond. Le plafond, il est bien. Il est Ah voilà,
On vous voit. Bon, voilà, Francis et Christine, c'est Francis Dumont, la Fond de la Route-Cerveau. Donc, nous, on est en agriculture bio depuis quand même 50 ans. Et céréales panifiables, oui, ça nous botte parce que, voilà, on a la meunerie ici on a des mains sur la ferme, mais on travaille quand même pas mal avec ça. Et je dois avouer qu'en entendant Jean-Michel parler tantôt, sélectionneur chez le maire, la majorité de nos semences viennent de chez le maire, en céréales panifiables. Voilà. S'il vous plaît. Merci. John? Ton micro est activé, mais on ne t'entend pas. Là, il est coupé. Voilà. Bonjour, c'est John. Ça va? Oui, on vous entend. Oui, c'est bon. Agriculteur à Cordes, le village juste à côté de là où devait se tenir la réunion. Et c'est vrai qu'on est tous un peu chacun chez soi. J'ai rejoint le groupe, un groupe de travail meunerie parce que je souhaiterais faire un essai de culture de teff et d'envisager éventuellement la transformation des semences pour en faire une farine. Alors, voilà, c'est un projet un peu farfelu peut-être au départ et on va voir si on peut aboutir à quelque chose. Ok, ouais. Super. Merci. Ça, c'est une céréale par rapport auquel on n'a pas beaucoup d'expérience, donc on peut être intéressé à vous aider là-dedans. C'est la raison de ma présence et bonjour Georges, mais tu dois connaître Marie-Hélène Durdu, mon épouse. Oui, oui, absolument. Oui. Voilà, comme ça situe un petit peu aussi. Oui, je la connais. Tu as des expériences, des informations? Sur le TEF, on n'a jamais vraiment essayé, mais on peut mettre du matos à disposition et tester si vous voulez. Bien, ça va. Pas de souci. On est un peu là pour ça. On mettra ça. Oui, ben, c'était le but. J'essaie de joindre Guy Merget depuis quelques temps, mais sans y parvenir encore pour l'instant. Jusqu'à présent, c'était l'hiver, donc, mais voilà, le printemps commence à se mettre en place et oui, si on pouvait avoir quelques discussions sur essayer de mettre ça en place de la meilleure manière possible. Après, on verra comment ça pousse, on verra ce qu'il y a moyen de faire avec. Ok, super. Anthony? Ton micro est coupé. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, Anthony Samin, agriculteur à Cherc. Et j'ai commencé à produire la farine ici à l'automne passé. Donc, très intéressé par ce secteur-là. Voilà. Super, merci. François-Xavier? Bonjour à tous. Je suis agriculteur à Volène et je produis des céréales déjà depuis quelques années. J'en fais de la farine actuellement. Ok, merci. Camille, je vois que oui. Donc Camille qui a son micro qui ne fonctionne plus. Donc voilà, en deux mots, Camille qui est fille d'agricultrice aussi à la main et qui ont lancé la production de farine depuis 1 an environ maintenant et qui ont aussi un moulin à la ferme. Voilà. Audrey, peut-être? Oui, donc moi je suis chargée de projet agriculture au parc naturel des Plaines de l'Escaut, donc en charge du développement de filières courtes durables dont les céréales panifiables font partie. Super, merci. Voilà, normalement je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Voilà, du coup je laisse la parole à Georges pour la suite. Merci Simon. Est-ce que vous voyez tous l'écran avec la dia affichée? Tout le monde voit ça? Oui. Ok, c'est parti. Bon, tout d'abord, les circonstances
veulent qu'on ne se voit pas en direct. C'est bien regrettable parce qu'il y a déjà quelques années, j'ai bien eu l'occasion déjà de goûter la cantine. Donc, le pays des Deleuzel, vous allez voir que c'est un pays que je connais. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais vous parler des valorisations de céréales panifiables en filière courte. Certains d'entre vous sont déjà impliqués là-dedans. Donc, pour eux, ce sera peut-être un complément d'info. D'autres, ce sera peut-être une découverte. Donc, pour ma part, je viens du Centre wallon de recherche agronomique de Gembloux. Donc, c'est une institution payée par la région wallonne. Donc, on est un peu à disposition. Alors, en ce qui me concerne, je ne porte jamais de jugement sur la façon de faire des gens. Il y a des gens qui sont en bio, pas en bio, en très industriel, en pas très industriel, en très artisanal, en très court, en long. Je veux dire, moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je propose des outils et ces outils, on essaye qu'ils servent à chacun d'entre vous dans la façon dont vous envisagez votre développement. Donc, que les choses soient bien claires. Les outils peuvent être utilisés par à peu près tout le monde. Bon, maintenant, voilà. Alors, le CRA, pour vous situer, on est essentiellement localisé en plein milieu de la Belgique, à Gembloux. Nous avons une antenne à Libramont parce qu'il y ferait très froid, à Mucilaville parce qu'il y fait chaud. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles on a des implantations un peu hors. Donc, on a des champs d'expérimentation, des vergers, des serres, des labos. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous faire le laïus CRA habituel. Je vous laisse aller voir sur le site internet et vous en apprendrez beaucoup plus. Alors, l'unité, le labo que je représente, en fait, s'occupe beaucoup de caractérisation des propriétés technologiques des céréales. On travaille aussi bien avec des producteurs qu'avec du négoce, qu'avec des transformateurs. Et j'ai vu qu'il y avait un obtenteur dans l'audience, avec des obtenteurs aussi. Et donc, pour moi, il n'y a jamais de mauvaise ni de bonne matière première. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne matière première et la relier à la bonne valorisation. C'est juste ça qui est important. Pour faire ça, il faut bien connaître. Et donc aussi, vous allez voir que certaines technologies sont déjà dans le bouquin de 1924 dont M. Dolé a fait référence en début d'exposé. Donc, le principe ne sont pas toujours neufs, mais ces appareils ont évolué et sont encore couramment utilisés. Et puis, il y a eu d'autres développements depuis. Donc, on développe des nouvelles méthodes, on trouve de nouvelles voies de valorisation. Alors, un élément, on a parlé du TEF tout à l'heure, pourquoi pas. Si j'avais parlé il y a 4 ou 5 ans d'ici de cultiver du blé dur, probablement qu'on m'aurait lancé des cailloux. Mais maintenant, ça commence à s'envisager. Mon collègue Guillaume Jacquemin, qui fait de l'expérimentation champ, commence à faire des essais blé dur. C'est une culture que normalement, on réservait au sud de la Loire. Donc voilà. Je ne dis pas que tous les agriculteurs doivent se lancer demain dans la culture du blé dur, mais un centre de recherche doit investiguer ça. Clairement, on essaye de s'adapter à des petites productions, des petits transformateurs. On essaye d'adapter les critères en fonction de ce qu'eux veulent. On essaye aussi, les aspects bio peuvent aussi rentrer en ligne de compte, il n'y a pas de souci. Les outils que je vais vous présenter peuvent s'adapter sans problème. On contribue plus largement dans nos activités à développer de nouvelles variétés au sein du CRA lui-même, puisque le CRA est un obtenteur, qui a eu ses heures de gloire il y a longtemps en froment, et un peu plus récemment en épeautre. On contribue à l'inscription des variétés au catalogue. Et donc, quand un sélectionneur comme le maire des Fontaines développe une nouvelle variété, s'il passe par le catalogue en Belgique, eh bien, les essais sont menés chez nous par mon collègue Guillaume Jacquemin. Et puis, si cette variété apporte un plus par rapport à ce qui existe, elle est inscrite. Et on compare aussi les variétés dans ce qu'on appelle des essais post-inscription, autrement dit, des essais qui sont plus similaires à ce qu'un agriculteur ferait. Aussi, on essaye aussi d'amplifier le potentiel de diversification des acteurs en filière blé Wallonie. On essaye aussi de contribuer à ce qu'il y ait une meilleure valeur ajoutée, parce que dans la filière classique, c'est vrai que dans la succession du producteur vers l'exportation ou vers des utilisations soit chez BioOne, soit en alimentation animale, il faut reconnaître que là, le retour financier n'est pas top. Et donc, on a contribué aussi au développement d'outils
J'y viendrai un peu plus en détail. Alors, pour l'anecdote, la première collaboration avec le Pays des Collines remonte à 2006. La photo est d'époque. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et donc, je ne sais pas ce qu'elle fait là, celle-là, par contre. Voilà la photo d'époque en question. Donc, c'est parti du constat des moulins vastes qui sont localisés à Mons-en-Pévèle et qui ont réintroduit la boule pévéloise, notamment à partir d'une variété que les Belges connaissent très bien, et les Français aussi d'ailleurs, je pense, qui est Camp-Remy. Et il y a eu une initiative qui est venue du Pays des Collines pour faire un pain, je vais dire, de qualité différenciée, avec du blé produit dans la région du Pays des Collines, expédié au moulin vaste pour transformation en farine et vente en farine et puis valorisation auprès d'un boulanger local. Alors le compère en question, certains d'entre vous peut-être le connaissent. Bon, quand il est venu, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est peut-être farfelu. Mais probablement que M. Bowens ne m'en voudra pas si quand il est venu la première fois, il passait vraiment pour un farfelu. Mais être farfelu parfois, c'est être visionnaire. Et donc, il avait déjà bien cette idée-là, Christian. Et donc, vous voyez, j'avais moins de cheveux blancs à l'époque. Et alors, il y a un troisième partenaire qui est la boulangerie Wilquin, qui est probablement en face de là où crèche notre ami Simon. Donc, vous voyez que la démarche de l'époque n'est pas mise à mal. Hein, voilà. Et je vous montre les moulins vastes parce que ce sont des gens qui ont à cœur de produire des farines de qualité différenciée et qui, notamment, avaient relancé cette fameuse boule pévéloise. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, c'est quoi une bonne farine? Eh bien, quelque part, je n'ai pas de réponse à cette question. Elle doit être, ou c'est quoi une bonne céréale? Je n'ai pas plus de réponse non plus. C'est-à-dire qu'elle doit être adaptée à l'usage qu'on veut en faire. Donc, il faut vraiment tenir compte des utilisations. Est-ce qu'on veut faire du pain de mie, de la baguette, des viennoiseries? Est-ce qu'on veut travailler en pur froment, en mélange froment-épeautre? Tout ça sont des éléments importants. Alors, comme vous n'êtes pas loin de la France, il y a quelque chose qu'il faut que je dise d'emblée. Quand vous lisez de la littérature belge et qu'on dit aptitude à la panification, c'est toujours du pain de mie. Quand vous lisez une référence française et que vous dites aptitude à la panification, c'est toujours de la baguette. Donc, méfiez-vous qu'un blé qui correspond bien à de la baguette ne va pas nécessairement performer en pain de mie, et l'inverse étant vrai aussi. Pareil, c'est vraiment trouver la bonne céréale pour le bon usage. On ne va pas choisir le même froment si on le vend en farine pure froment ou si on décide de faire un mélange froment-épeautre. On ne choisira pas la même variété de froment, pas les mêmes caractéristiques. Il y a aussi des attentes d'utilisateurs. Moi, je n'ai pas la science infuse pour dire ça c'est bien, c'est ça qui marche. Parfois, je pose la question inverse, je demande à un utilisateur, donnez-moi une farine qui a bien fonctionné pour vous. Et à l'inverse, ça peut être tout aussi utile, donnez-moi une farine qui n'a pas bien fonctionné pour vous. Alors, je les caractérise et je fais une espèce de photo, ou plusieurs photos, avec plusieurs appareillages, qui me permettent de voir ce qui convient à cette personne. Parce que c'est lié aussi à comment le transformateur a l'habitude de travailler. Un boulanger a ses habitudes. Si vous lui amenez une farine à la limite meilleure que celle qu'il a, mais dont il n'a pas l'habitude de travailler, il pourrait le trouver qu'elle est moins bonne. Il y a aussi la façon de faire quand le processus est très manuel. Ça peut être aussi fonction du type de matériel. Si on veut mettre une pâte à pain pardon, dans un processus très industrialisé, très mécanisé, il faut qu'elle tienne le travail mécanique. Par contre, si elle ne tient pas trop le travail mécanique et qu'elle est dans une façon de faire où tout est à la main, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est ceci pour vous faire comprendre que, fonction de tout ça, eh bien, une farine ou une céréale sera adaptée ou non. Et donc, on essaye de traduire tout ça en critères de qualité sur la farine, voire sur le grain. Et donc, voici les critères classiques à travers les années. Bon, on a parlé de l'indice Pelchin, que je n'utilise pas plus beaucoup, parce qu'il était utilisé par des sélectionneurs. Par contre, en Belgique, on a encore l'habitude d'utiliser l'indice Zeleny,
qui est une propriété de protéine. Et ça, c'est important au niveau de la panification. Donc, vous voyez qu'au fil des années, comme il n'y a jamais eu d'incitant à la qualité, eh bien, la production belge globale, elle s'est fort orientée vers du tout venant. Et quand on dit tout venant, ça veut dire qu'il convient à tout, mais peut-être qu'il ne convient vraiment bien à rien. Et donc, c'est ça que je voudrais un petit peu battre en brèche aujourd'hui. Donc, le zélénie, c'est quelque chose d'important. La teneur en protéines, c'est quelque chose d'important. Le poids en hectolitres, c'est quelque chose d'important aussi pour le rendement à la mouture. Alors, l'humidité, ça, c'est le critère absolument éminemment important, très facile à mesurer, mais éminemment important pour gérer le stockage. Ça, j'y reviendrai. Donc, il faut toujours aussi arriver à récolter des grains mûrs et secs, if possible. Évidemment, en Belgique, Nord-France, ce n'est pas toujours gagné. Alors, il y a un élément qui est très important aussi et qui peut être une clause d'écartement d'un lot d'une filière plutôt boulangère, c'est le nombre de chutes de Hackberg que vous connaissez, qui résulte d'une pré-germination sur pied quand les blés sont mûrs et qu'on ne parvient pas à les récolter. Il pleut un petit peu, il fait sec, il pleut un petit peu, il fait sec, on ne sait pas les récolter. Ça enclenche les processus de germination. Quand on a un Hackberg qui est en dessous de 180, ça devient difficile de faire du pain. En dessous de 150, on rejette le lot. Et idéalement, on devrait arriver autour de 240. Une grosse difficulté de la récolte belge classique, c'est qu'il y a beaucoup de variétés. Et moi, au risque de faire dresser les cheveux de M. Delay, j'ai envie de dire ceci. C'est très intéressant d'avoir une diversité variétale, mais une diversité variétale qui est subie et qu'on ne maîtrise pas, c'est plutôt un inconvénient. Par contre, une diversité variétale qui est utilisée, séparée, valorisée, ça c'est un plus. Disons que finalement, un des problèmes au niveau de la filière classique, autre que des filières courtes, c'est qu'on se retrouve souvent avec des mélanges de qualité tout venant et avec des lots qui n'ont pas de qualité particulière. Et s'il y a des lots qui ont des qualités précises qui pourraient être valorisées, ils se retrouvent dilués et finalement, on ne sait pas les valoriser à leur juste niveau. La filière courte permet éventuellement de stocker et différencier et de valoriser justement cette richesse variétale. Là, c'est tout autre chose. Alors, quels sont les critères de qualité du grain? Ça, on en a besoin parce qu'on doit faire un peu de l'allottement. Alors, le premier élément, c'est l'humidité. Bon, la méthode de référence, c'est une méthode de séchage à l'étuve beaucoup trop fastidieuse pour vous, mais il y a des tas d'appareils indirects, soit des humidimètres sur la constante diélectrique, soit des spectrons infrarouges, qui vous font ça très bien. Notamment, c'est les appareils que vous trouvez chez vos négociants. J'insiste, il faut vraiment récolter à maturité. Parce que parfois, la maturité, elle est plus étalée qu'on ne pense. La Belgique est peut-être un petit pays. Dans votre région, vous êtes souvent plutôt à l'avance, notamment tout ce qui est Tournaisie. C'est un peu. Il y a aussi une région qui est à l'avance, c'est la SB liégeoise. Le centre du pays est parfois décalé d'une bonne semaine et parfois, vous devez encore ajouter une semaine pour avoir la région de Ciney. Donc, la Belgique, c'est petit pays, mais il peut y avoir de la diversité. Et donc, récolter à maturité, c'est capital. Vous verrez qu'il y a des moyens d'y arriver. Il y a toujours un peu en Belgique le syndrome de la moissonneuse-batteuse qui passe. Dès qu'il y a une batteuse qui passe, tout le monde se croit obligé de la sortir et de commencer à récolter alors qu'un jour ou deux de maturité supplémentaire ne ferait pas de tort. Vous me direz, j'ai facile à dire, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'il commence à pleuvoir, il peut pleuvoir pendant 3 semaines. Ça, c'est toujours la difficulté. Si vous allez vers la filière courte, une des difficultés que vous allez avoir, c'est stocker, sécher, ventiler. Pas si facile lorsqu'il fait chaud et moite. Donc, pour toute forme de valorisation, la maîtrise de la maturité et de l'humidité, ça, c'est le point de départ. Parce que si vous êtes en dessous de 14%, vos lots, vous pouvez les tenir pendant des années. Pourquoi je dis 14%? Vous allez peut-être souvent entendre 15%. 15%, avec l'incertitude de mesure d'un appareil, ça pourrait très bien être 15,5. 15,5, ça c'est trop.
Si vous mettez plutôt 14,5 ou 14, avec l'incertitude de mesure, là, on est sûr que vous êtes en dessous de 15. Et donc, ce faisant, vous préservez la qualité de l'eau. Alors, il y a un truc qu'il faut faire éminemment attention, c'est qu'il ne faut pas avoir de poche d'humidité, parce que parfois la tentation est grande de mettre un lot plus mouillé et de dire bah, il va se diluer dans le tas, quoi. Mais ça, vous prenez le risque d'avoir un développement de moisissure ponctuel au milieu du lot et une production massive d'ochratoxine A. Et là, vous risquez de vous attirer les foudres de l'AFSCA. Alors, comme vous voyez, ces dernières récoltes, on n'a plutôt pas eu trop de problèmes à récolter sec. Ça a encore été. Mais franchement, visez plutôt le 14,5 que le 15. Alors, si on veut des applications blé meunier, je dirais certainement au-dessus de 76 kg à l'hectolitre et idéalement plutôt 78. Teneur en protéines, l'idéal c'est d'avoir la teneur en protéines plutôt élevée. Je sais que dans les aspects bio, si vous mettez 11,5 en filière plus classique, en bio, vous pourriez descendre facilement peut-être d'1%. L'idéal étant toujours dans vos apports azotés, c'est plutôt de privilégier une petite fraction vers la fin qui va amener de la protéine utile en panification. Alors pour votre gouverne, je ne vais pas les passer en revue, vous aurez l'occasion, mais voici quelques variétés sur la gauche et en vert qui sont plutôt panifiables supérieures. Donc ça veut dire qu'elles peuvent être panifiées par elles-mêmes ou bien venir renforcer une panifiable commun. Et puis, vous avez des céréales qui sont plutôt autres usages ou carrément des usages fourragers. Alors, le temps de chute de Heckberg, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, le principe est assez simple. On broie, on pèse, on met en suspension dans de l'eau et puis on met en bain-marie. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'amidon va être clivé par les enzymes qui se trouvent naturellement dans le grain. Si on a trop, l'amidon va être fortement clivé. Autrement dit, quand on va être en position haute et qu'on va lâcher le tube plongeur, eh bien, il ne rencontrera presque pas de résistance et va directement aller dans le fond. Excusez-moi. Et donc, en matière de chute de Heckberg, le temps minimum, c'est 60 secondes, parce qu'on compte l'agitation dans le temps. Donc, le zéro, si vous voulez, c'est 60 secondes. Alors, quand vous avez un paquet d'enzymes, eh bien, ça ne texture plus, ça texture autant que de l'eau, et donc, le système plongeur va descendre pratiquement directement dans le fond du tube. Tandis que, quand il n'y a pas trop d'activité enzymatique, il va mettre un peu plus de temps. Donc, c'est le principe. Bon, je vous fais part de l'interprétation. Bon, considérez que 220-250 secondes, c'est à peu près un idéal. Alors, si jamais vous avez un Heckberg de l'ordre de 400, là, vous allez avoir d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas suffisamment d'enzymes que pour couper l'amidon et alimenter en sucre simple, puisque pour avoir du glucose, il faut couper l'amidon, et vous n'aurez pas assez de glucose que pour alimenter votre levure. Et donc, en année où il n'y a pas suffisamment où la valeur de Heckberg est très élevée avec insuffisamment d'enzymes, on peut s'octroyer la correction avec une farine maltée pour apporter de l'activité enzymatique. Sans quoi, vous aurez des problèmes de levée, etc. L'autre problème qui est beaucoup plus complexe à régler, c'est quand vous avez trop d'enzymes, là, vous ne savez pas les retirer. Et donc, entre 150 et 180, ça va être plus difficile à mettre en œuvre. Et en dessous de 150, là, vous allez avoir de vraies difficultés avec du collant de pinte, des croûtes très, très noires. Vous allez avoir des trucs un peu comme ça, quoi. Des trous, la croûte est extrêmement noire au lieu d'avoir ceci. Alors, quand vous avez trop peu d'enzymes, vous risquez d'avoir, à ce moment-là, un truc un peu raplapla, quoi. Alors, je garde cette courbe-là qui n'est pas jaune, mais elle est intéressante quand même parce que c'est l'année la plus claire en la matière. Le Heckberg est un très bon outil, peut-être le meilleur que je connaisse, meilleur que l'humidité en tout cas, pour voir si un lot est mature.
On commence en fait à J-10 selon l'estimation de la maturité et on commence à prélever dans les champs. Et ce qu'on voit, c'est que le hackberg commence par monter, atteint un plateau et puis normalement, si les choses se passent, on le récolte. Après, si jamais on n'a pas les conditions de récolte, ben, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir entamé la germination sur pied. Et alors, vous pouvez avoir une descente parfois très vertigineuse. En quelques jours de temps, vous pouvez avoir une plongée de nombre de chutes de hackberg. Donc, un hackberg trop faible en début de récolte est un signe de sous-maturité. Et un hackberg qui devient faible alors qu'on a passé les dates prévues de récolte, c'est que là, vous avez trop d'enzymes et là, ces lots-là vont être problématiques à valoriser. Donc voilà, le hackberg, si vous avez des doutes sur la maturité d'un lot, faire un test de hackberg, c'est un très bon révélateur. Bon, voici l'évolution, par exemple, en 2018. Eh bien, on voit que le 9 du 7, ce n'est pas encore assez mûr. 19 du 7, on commence à atteindre la maturité, quoi. Donc, vous voyez que vous êtes... Et si on attend jusqu'au 24, c'est encore bon. Évidemment, tout ça à condition qu'il ne se mette pas à pleuvoir pendant 3 semaines, hein, bien entendu. Mais vous voyez, quand on récolte ici, là, ça c'est trop tôt. Parce que potentiellement, cette variété-là, elle peut aller jusqu'à 380. Voilà. Voilà celle de 2020. Pareil, vous voyez que là, on a peut-être commencé à prélever un peu tard. On ne voit pas, mais vous voyez, la montée s'opère et vous êtes quasi à maturité au début août. Donc, on n'a pas eu trop de soucis de hackberg ces 3 dernières années, mais c'est vraiment un phénomène climatique, enfin, qui résulte beaucoup du climat. Et donc, c'est quelque chose qu'on monitore et pour lequel on essaye d'avoir des stratégies de déclassement de l'eau ou de classement différencié pour éviter les problèmes de hackberg. Parce qu'incorporer un lot qui a un très faible hackberg dans un lot à bon hackberg en espérant le diluer, ça c'est toujours une erreur. Il vaut mieux l'écarter. Bon, pour ceux qui font de l'épeautre, il faut savoir aussi que le hackberg peut être très sensible pour l'épeautre et donc c'est aussi à surveiller au niveau des épeautres. Alors, si vous vous attaquez à des problématiques d'alimentation humaine, là, vous devrez nécessairement faire attention aux fusarioses, aux fusariotoxines. Alors, il y a 2 aspects quand vous détectez de la fusariose. Soit c'est Microdocium species, et là, Microdocium ne produit pas de mycotoxines. Par contre, il amène tous les ennuis liés à la fusariose. Par contre, Fusarium species, lui, ils amènent de la fusariose et ils sont susceptibles de produire des mycotoxines. On peut très bien avoir beaucoup de fusarium, très peu de microdocium, et on peut très bien avoir beaucoup de fusarium et pas nécessairement beaucoup de production de mycotoxines, parce qu'on ne sait pas ce qui décide fusarium à produire ou à pas produire des mycotoxines. Ça, c'est quelque chose qui reste impossible à prévoir. Donc, on fait de la quantification des mycotoxines. C'est la seule façon de savoir. Alors, ben, vous connaissez, hein, y a des symptômes qui sont plutôt classiques à voir. Donc, c'est les aspects un peu rosés, des petits grains. Donc, aussi, quand on récolte des grains qui ont eu des problèmes de fusariose, c'est ventiler fort et se débarrasser au maximum des petits grains. Évidemment, les fusarioses vont toujours vous donner des pertes de rendement, mais aussi vous générez des arrivées de déoxynivalénol, dont, pour ceux qui ont déjà entendu parler, zéaralénone, ça, ce sont les 2 qui sont le plus légiférés. Et donc, une façon de reconnaître Microdocium qui ne produit pas de mycotoxines, c'est que c'est toujours une contamination fusariée, mais en isolé. Donc, vous voyez de temps en temps un épiet plic-ploc. Ça, c'est plutôt révélateur de Microdocium. Maintenant, dans le doute, vous pouvez envoyer ça à mes collègues au CRA et vous détermineront ça. Et quand vous avez ça plutôt comme ça, en groupé, là, c'est plutôt révélateur de fusarium. Mais ce n'est pas parce que vous seriez bourré de fusarium que vous auriez nécessairement des mycotoxines. Mais au moins, détecter de la fusariose doit déjà vous allumer un indicateur, doit vous dire « je dois faire attention à ça ». Ok, je vais regarder un petit peu les questions, mais ça va. Pas de grandes questions.
Maintenant, on fait toujours du monitoring pré-récolte. Attendez que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on gère ça au niveau du CR1? On a décidé en fait de faire du monitoring pré-récolte. Donc, mes collègues, dont Guillaume Jacquemin, observent déjà les céréales. Quand ils ont déjà le feu fusariose qui s'allume, eh bien, on sait qu'on va déjà devoir regarder un peu plus près. Et on fait à J-10 des récoltes en champ pour déterminer les quantités de déoxynivalénol surtout. Et donc, comme vous voyez l'affaire, on a eu très chaud aux fesses en 2002, 2007, 2008, un peu moins en 2012, un tout petit peu en 2016, 2018, et ces 2 dernières années, c'était plutôt calme sur ce front-là. Alors, il y a un point qu'on ne sait pas monitorer de la même façon, c'est la zéaralénone, parce qu'elle peut se déclarer sur la toute fin. Autrement dit, si la céréale traîne en champ et qu'on ne parvient pas à la récolter, ça c'est dangereux au niveau de la zéaralénone, mais ça ne se manifeste que dans les quelques derniers jours. Et donc, on n'a pas vraiment de stratégie anticipative à son égard. Donc voilà, pour 2020, le message qu'on a fait au niveau du livre blanc, c'est qu'on n'a pas eu trop de fusariose parce qu'il a fait sec au printemps. Tous les échantillons de pré-récolte étaient OK. Alors, il y a quand même quelque chose qui reste à travers nos expériences, c'est éviter les précédents maïs et ou non labourés. Donc, si vous voulez faire de la céréale à destination d'alimentation humaine, le précédent maïs non labouré est absolument à éviter. Parce que le précédent maïs peut être le contaminateur au niveau mycotoxine de la récolte suivante. Donc, pour la ZEA, c'est toujours difficile, mais là, les normes sont assez basses et c'est ce que je vous ai dit, la stratégie pré-récolte est assez difficile. Bon, je vous renvoie vers le livre blanc que vous connaissez bien si vous voulez avoir des infos sur les variétés. Alors, je peux vous prouver quand même qu'on a des capacités en Wallonie de produire des qualités boulangères. Le premier élément de choix que vous avez, c'est bien choisir la variété. Donc, quand vous voyez ici, vous avez des protéines qui pètent les scores, à 13, 14, 16. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un ratio zélénie-protéine qui soit largement au-dessus de 3,5. Et ici, vous voyez qu'on a du 4, presque même du 5. Donc, avec des zélénies de 60, bon, ça, c'est quelque chose de suffisamment rare pour que je vous le montre. Donc, c'est possible. Évidemment, quand on met en place ce genre de variété, c'est souvent au détriment du rendement aussi. Parce que le rendement dilue la protéine aussi. Donc, si vous voulez le rendement à tout prix, vous allez diluer la protéine. Vous diluez la protéine, vous allez avoir moins de qualité boulangère. Donc, voilà, bien choisir la variété, c'est important. Un élément qui ne va pas transparaître directement, mais on peut éventuellement considérer de mettre du froment de printemps. Je sais bien qu'au niveau rendement, ce n'est pas top. Ce n'est pas toujours la culture la plus adaptée, mais au niveau de la panification, il y a quelques variétés de printemps qui performent drôlement bien. On peut aussi avoir une variété de printemps qui soit ajoutée à 10-15% à une variété un peu plus moyenne pour la redresser. Tout ça sont des stratégies possibles. Je finis aussi par douter qu'il y ait une variété idéale pour tout. Donc, parfois, l'idéal, c'est d'avoir 2-3 variétés et de jouer sur les complémentarités. Maintenant, il y a des expérimentations qui sont faites où on sème carrément les variétés en mélange. Il y a quelque temps, personne n'aurait voulu faire ce genre de choses. Moi, je dis pourquoi pas. Évidemment, la difficulté de semer en mélange, c'est qu'on ne sait pas quel mélange on va avoir à la sortie. Donc, on peut très bien faire un mélange 50-50 au SMI et avoir du 80-20 à la sortie. Donc ça, c'est quelque chose... une façon de doper la protéine de manière sympathique sans avoir recours aux azotes non plus, c'est de faire de l'association avec des protéagineux et de reséparer le protéagineux du froment. Et comme ça, vous avez la légumineuse qui travaille pour vous et amène de l'azote à la céréale. Du coup, vous vous retrouvez franchement avec des céréales qui peuvent être avec 1%, 1,5% de protéines en plus. Tout ça, ce sont des techniques
possible. Je ne vais pas entrer dans les détails du stockage des céréales, je vais vous donner quelques mots, mais j'ai transmis à Simon un fichier de mes collègues d'Arvalis que je vous prierai d'examiner, parce que si vous voulez faire en filière courte et que vous assumez tout, vous allez devoir endosser toutes les casquettes, tous les métiers et tous les risques qui vont avec. Et le stockage, croyez-moi, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple. Donc, je vous renvoie vers une publication d'Arvalis. Bon, il y aura le lien dans le PowerPoint que je retransmettrai à Simon. Pour l'instant, il n'a qu'un PDF. Et alors, il y a un bouquin très bien fait d'Arvalis. Pareil, les Français, ils ont parfois l'air de mieux communiquer que nous. Il faut dire qu'ils sont plus nombreux aussi. Alors, le stockage différencié, c'est une étape cruciale. Donc, qu'on stocke à la ferme. Une autre hypothèse serait de créer sur une région, et là je vise un peu Simon et ceux qui sont dans ce type, de créer des halls relais. Il y a parfois des financements pour ce genre de choses, de mettre en place des halls relais qui soient partagés par plusieurs agriculteurs d'une région. Si vous voulez des adresses de gens qui ont expérimenté ça, je peux vous en donner. Ou alors de faire un deal avec un négociant qui vous réserve des cellules. Je vois qu'il y a encore de temps en temps des petits négoces qui ne demandent peut-être pas mieux que de faire du stockage différencié pour vous. Donc, premier élément, des lots matures. Donc, Hackberg, si vous n'êtes pas sûr, humidité, mesurez correctement l'humidité avec des appareils bien calibrés et en dessous de 15, certainement, voire même 14,5 si pas 14, parce que comme ça, si vous êtes à 14, avec les incertitudes de mesure, si par accident vous êtes à 14,5, ce n'est pas encore grave. Tandis qu'à 15, on évite à 15,5, là c'est trop juste. Ventiler, sécher, faire attention que vous n'ayez pas d'entrée d'eau dans vos silos, attention à ne pas mélanger de l'eau de faible Hackberg, surveiller le développement de mycotoxines de stockage de type OTA, puisque ça, ce sont des mycotoxines, l'ocratoxine A, qui ne sont pas produites en champ, mais bien s'il y a des mauvaises conditions de stockage. N'oubliez pas que vous devrez gérer les insectes, gérer les nuisibles et faire du stockage de qualité différenciée. Soit vous optez pour des lots de variétés uniformes, soit vous triez un petit peu selon la protéine, des choses comme ça. Alors, il y a un point que je n'ai pas marqué, c'est gestion de l'AFSCA. Donc, n'oubliez pas que dans un contexte alimentaire, vous aurez l'AFSCA sur le dos. Ce ne sont pas nécessairement des commodes, à juste titre peut-être, mais voilà. Alors, il y a encore une question, certains d'entre vous se sont lancés, il y a toujours la question de savoir, mouture cylindre, mouture en pierre. Alors, bon, voilà la photo d'une mouture cylindre. Bon, personnellement, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Il y a des gens qui vous diront que c'est beaucoup mieux la pierre, ça chauffe moins. Il y en a d'autres, ouais, non, le cylindre, c'est industriel. Bon. Moi, je n'y vois qu'un procédé mécanique dans les deux cas. Il faut savoir que la meunerie classique industrielle, plus industrielle, sépare toutes les fractions et les recombine. Donc, même une mouture intégrale qui vient d'une meunerie, toutes les fractions ont été séparées et puis on recombine. J'ai une installation pilote au labo qui fait 14 fractions différentes que je peux recombiner exactement comme je veux. Et donc, quand on veut faire une farine enrichie en son, il suffit de mettre un peu plus de son que ce qu'il y avait à l'origine et elle est enrichie en son. Si vous voulez faire une farine très très blanche, vous faites de la T550 qui est quasi ultra blanche et vous avez de la farine blanche. Vous pouvez faire de la farine un peu plus bise, de la farine intégrale, alors il faut tout réincorporer. Donc voilà. En général, les farines de meunerie à cylindre se débarrassent du germe. Le germe comprend souvent beaucoup de l'huile et ça peut provoquer du rancissement dans les farines. Et donc, se débarrasser du germe permet de se débarrasser de ce problème potentiel. Alors, vous avez des petites installations admirables maintenant qui relèvent quasi de l'artistique tant d'un point de vue menuisier que d'un point de vue de la pierre. Et donc, c'est souvent des meules de pierre de type astrier, soit en vraie pierre, soit maintenant on propose de plus en plus des pierres composites, qui sont peut-être pas mal non plus. Et donc, vous avez une meule fixe et une meule tournante.
Là, dans ce cas-ci, il faut adjoindre la meunerie proprement dite, donc la meule, d'une petite installation de bluterie qui va permettre de séparer les sons et de faire une farine souvent un peu bis, autour de ce qu'on appellerait une T810, donc un peu grisée. Donc voilà, ces petites installations existent, fleurissent et sont peut-être pas mal. Donc moi, je ne prends pas position sur qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Pour moi, dans les deux cas, on a affaire à du travail mécanique. Ce n'est jamais que des opérations d'écrasement, cisaillement et de tamisage. Et dans une meunerie à cylindre, c'est pareil. Donc voilà, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais parfois, il ne faut pas tomber non plus dans l'aspect image. Donc les gens aiment bien voir la photo du moulin à vent ou du moulin à eau avec une belle photo bucolique. Bon, ça, c'est le mythe, quoi. Donc voilà. Alors, venons-en aux qualités des farines. Bon, au labo, ce qu'on a, c'est des moutures d'essai. Donc voilà un petit moulin qui est un moulin à cylindre de Chopin-Dubois qui fait de l'ordre du kilo et qui réplique ce que ferait une meunerie à cylindre. Donc, si vous voulez tester en petite quantité, bah, on peut vous moudre des petites quantités d'échantillons pour tester. Et donc, voilà le fameux alvéographe dont l'invention n'est pas récente, puisque c'est toujours dans le bouquin de M. Dolé de 1924, ils en parlaient déjà. Et donc, cet appareil a été modernisé. On ne travaille plus avec une contre-pression d'eau, mais avec des capteurs de pression. Mais je veux dire, le grand principe, il n'est pas neuf, hein. Et il reste d'actualité. Donc, le principe, il est simple. Vous allez partir du principe qu'on va faire une pâte. Donc, vous imaginez un chewing-gum dans votre bouche. Et donc, une fois que votre chewing-gum est prêt, vous allez essayer de le gonfler. Alors, il y a certains chewing-gums, donc vous commencez à souffler. Qu'est-ce qui se passe? Ben, votre bâton se déforme. Donc, votre chewing-gum se déforme. Puis, vous continuez à souffler, vous commencez à faire une bulle. Et en fait, on va souffler jusqu'à ce que la bulle éclate. Et donc, ça veut dire qu'on est allé à la limite de l'élasticité de la pâte. Donc, l'analogie avec le chewing-gum que vous avez en bouche, elle est quasi parfaite. Sauf qu'on va y mettre un petit peu de mesure. Alors, pour vous décrypter un petit peu ça, en fait, l'appareillage va tracer un graphique où il va mesurer la pression. Et alors, l'unité, c'est amusant, parce que même avec les moyens modernes, ils ont gardé comme unité des millimètres d'eau. Parce qu'avant, la contre-pression était apportée par une colonne d'eau. Et donc, voilà, ils ont gardé ces unités-là historiquement. Le premier alvéo, conçu par M. Chopin, eh bien, il travaillait avec une contre-pression d'eau. Et donc, l'autre élément, c'est ce qu'on appelle le L, c'est jusqu'où on va aller avant rupture. Et là, curieusement, comme unité, on a gardé les millimètres de papier. Parce qu'avant, ben, la machine, elle sortait un papier et on mesurait juste le nombre de millimètres. Alors, il y a quelque chose que vous avez déjà entendu parler, c'est le W. Pardon, je vais reboire un petit coup parce que sinon... Et alors, le W, Louis, pourquoi ça s'appelle le W? Parce que ça vient de l'anglais work. Et work, c'est un travail au sens physique du terme. Donc, c'est le travail qu'il a fallu fournir pour déformer la pâte jusqu'à rupture. Et donc, graphiquement, n'essayez pas de comprendre plus. Graphiquement, si vous voulez, ça se traduit par la surface sous la courbe. Et donc, on peut avoir un W identique avec des courbes très différentes, avec des courbes qui montent très haut et sont plus courtes, ou avec des courbes qui montent moins haut et sont plus longues. Donc, vous voyez bien qu'on peut avoir la même surface de différentes façons. Donc, les éléments les plus connus, c'est le W et surtout le ratio de la pression ou de la ténacité à l'extensibilité, autrement dit à la longueur. Et donc, classiquement, pour du pain et demi, il faut un W de plus de 250 et un P sur L entre 0,8 et 1,2. Ça, ce sont des situations plutôt idéales.
Alors voilà deux graphes. Si on veut faire un pain, mélange froment épeautre, eh bien, on va choisir un froment qui n'est pas parfait. On va choisir un froment qui présente plutôt une forte pression et un L court. Et vous voyez que le P sur L, il n'est pas du tout idéal, il est à 2,4. Par contre, comme vous allez l'adjoindre à de l'épeautre, qui lui a un P nettement plus bas et un L plutôt long, c'est même encore un court pour de l'épeautre, eh bien, vous verrez que mélanger cette épeautre-ci avec ce froment-là peut très bien vous donner une farine résultante qui sera excellente au niveau panification. Voilà un développement Chopin pour lequel Cocorico, c'est un Belge qui travaillait pour Brabender, qui l'a mis au point. Un certain monsieur Alvout, que certains ont peut-être déjà côtoyé s'ils ont côtoyé la meunerie. Et donc, l'idée était de fabriquer un pétrin. Comme vous le voyez, il est assez petit, avec des bras phraseurs profilés de telle façon que le travail mécanique est très intense. Donc, ça veut dire que les pâtes à pain vont être terriblement malmenées. Et donc, on va très vite mettre en évidence des problèmes de résistance au travail mécanique. Ce qui est d'une importance capitale si on utilise un procédé très automatisé. Et donc, voilà le graphe qui en sort. Donc, on se fixe une certaine consistance, matérialisée par la ligne centrale ici. On doit ajouter une certaine quantité d'eau pour arriver à cette consistance-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'absorption d'eau. Si jamais le graphique tombe ici ou tombe là, on doit réajuster l'ajout d'eau. Parce qu'une chose est importante quand on travaille une farine, c'est de lui donner exactement la quantité d'eau qu'une farine sait absorber. C'est un petit peu comme si on devait tous porter 50 kilos. Il y en a certains pour qui ce serait trop, et d'autres pour qui ils jouent avec 50 kilos. Donc, à certains, on devrait plutôt faire porter 60 kilos, à d'autres 40. Et donc, pareil pour une farine. Une farine ne travaille correctement que si on lui donne exactement la quantité d'eau qu'elle sait absorber. Et donc, ça peut se déterminer. Maintenant, il y a des boulangers qui déterminent ça au feeling. Hein. Ils savent dire si une pâte a besoin d'un peu plus d'eau ou pas. Alors ici, ce qu'on mesure, une fois qu'on est ici, la pâte est formée. Et puis, on continue à la malmener mécaniquement. Et en plus, on adjoint un traitement thermique. Et donc, ce qui se passe, c'est que le réseau protéine va commencer à s'affaisser. Et donc, le temps qu'on reste plat, ou bien la descente très vertigineuse, traduit la force du réseau protéique. Donc, pour de la panification, on cherchera plutôt quelque chose qui reste un peu plus plat longtemps. Puis, forcément, on a une descente. Et puis après, on a entré en jeu de l'amidon qui gélatinise. Et puis, normalement, on garde la texture ici, sauf s'il y a des enzymes. S'il y a des enzymes, à ce moment-là, vous verrez aussi, quand il y a un problème de Hackberg, la courbe va commencer à descendre ici. Donc, c'est un petit peu comme le shampoing, cet appareil, hein, c'est du 2 ou 3 en 1. Quoi. Quand on a vu un Mixolab et qu'on sait interpréter, on comprend déjà beaucoup de choses. Alors, le gros avantage du Mixolab, c'est qu'il travaille aussi bien sur mouture intégrale que sur farine blanche. Donc, avec une cinquantaine de grammes, bon, allez, disons 100 grammes, on peut déjà voir comment une farine se comporte, ou comment un grain se comporte. Voilà, typiquement, bon, ce ne sont pas des variétés jeunes, mais je l'ai gardé exprès. Voilà, Bisquet, par exemple, qui est utilisé en biscuiterie, ben voilà un profil très particulier qui descend très, très vite. Voilà une variété qui a déjà un peu plus de potentiel en boulangerie et qui reste comme ça, plus plate. Alors, je vous fais mention de quelque chose auquel on a participé aussi. Il y a un référentiel qui s'appelle pain de qualité différenciée. Donc, ça veut dire que vous pourriez très bien entrer dans un label avec une estampille wallonne, si vous voulez, comme quoi vous suivez des aspects de qualité différenciée. Alors, l'article du Moniteur belge en question ne donne pas une recette, il vous donne un cadre que vous pouvez ajuster à votre propre façon de faire. J'expliquerai ça un peu plus en détail. Et donc, je vais aller plus loin. Si vous allez jusqu'à la panification, un mode de panification intéressant, c'est ce qu'on appelle un mode Poulich.
c'est-à-dire qu'on fait une pâte très hydratée, éventuellement avec de la levure, voire avec du levain, qu'on laisse reposer au frais longtemps. Et ça a la propriété de développer certains arômes et notamment de développer du glycérol. Et donc, une façon dans du pain de détecter si on a utilisé une méthode de fermentation très longue de type Poulich ou très longue avec du levain, c'est entre autres de doser le glycérol. Un autre aspect, c'est de doser l'acide lactique dans les pains. Typiquement, quand on fait des pains au levain, vous allez avoir une fermentation lactique qui va se développer. Donc, vous allez avoir une acidification, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça, c'est une question de goût. Qu'on peut laisser plus ou moins faire, plus ou moins pousser. Mais la signature d'une fermentation, soit très longue avec des levures, soit plus vraisemblablement avec du levain, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une détection, une présence d'acide lactique importante dans les pains. Alors, voici un graphe en toile d'araignée qui vous montre qu'on peut très bien, a posteriori, si on prélève des pains, vous dire à peu près quelle méthode de panification a été utilisée. En ce qui me concerne, je n'ai aucun problème à ce que tous les produits coexistent. Je n'ai pas de jugement de valeur, je n'ai pas à en avoir. Pour moi, ce que je ne supporte pas, à titre personnel, c'est quand on ne tient pas ses engagements. Si on me dit que c'est du pain au levain, je veux que ce soit du pain au levain. Si on ne me dit rien et que c'est un bête de pain blanc industriel, eh bien ça, je sais qu'en achetant ce pain-là, c'est du pain blanc industriel. Il existe, il est là, on le choisit ou on ne le choisit pas. Mais ce qui est intolérable, c'est des gens qui se targuent ou qui se vantent de faire des fermentations longues et qui ne le font pas, d'utiliser du levain et qui ne le font pas. Donc là, je suis moins d'accord. Quand on fait quelque chose, on dit qu'on le fait et on respecte ce qu'on fait. Moi, ça me paraît une règle de déontologie simple, efficace, qui est le garant d'une filière correctement menée. C'est un peu comme quand vous allez au resto. Hein. Si vous allez dans un très bon resto, que vous payez 100 € ou 150 € le menu, si vous faites de la cuisine d'assemblage, vous n'allez pas follement apprécier. Par contre, si vous allez à la brasserie du coin qui pour 20 € vous fait un truc, vous doutez bien que vous êtes dans de la cuisine d'assemblage. À ce tarif-là, ils n'aient pas à vous faire du cousu humain, quoi. Donc voilà, je veux dire, tous les produits, pour moi, ont droit à leur positionnement. Et puis, ce sont les gens qui, fonction de leurs convictions personnelles, de leur portefeuille, de leurs critères propres, choisissent. Donc, vous voyez ici un pain blanc standard. Vous voyez encore un peu de sucre. Vous voyez qu'on est très fort près je veux dire, le truc gris ici, c'est vraiment la panification très classique. Vous voyez qu'il ne sort pas tellement de la panification classique. Dès que vous parlez d'un pain au levain, eh bien, curieusement, vous retrouvez souvent un pic d'acide lactique, un peu plus d'éthanol. Donc ça, ce sont des signes d'un pain au levain. Oui, en fait, la zone grisée, c'est la moyenne de tous les pains qu'on avait expérimentés. Alors, il y a un acide organique qui est moins révélateur, c'est l'acide acétique. Parce que parfois, dans du pain blanc, on trouve de l'acide acétique, mais on ne trouve pas d'acide lactique. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'acide acétique, autrement dit un peu de vinaigre? C'est pour simplement conserver le pain plus longtemps. Et donc, ça, on le retrouve aussi. Donc, on a eu des cas où on se dit, mais pourquoi? Parce que je pense que la France raisonne le levain en termes de détermination d'acide acétique. Eh bien, ça, ce n'est pas suffisant. On peut trouver de l'acétique, mais il faut aussi trouver du lactique. Et quand on ne trouve que de l'acide acétique, c'est vraisemblablement qu'on a ajouté un additif, qu'on a ajouté de l'eau vinaigrée pour mieux conserver le pain. Donc, vous voyez qu'on peut voir de manière analytique beaucoup de choses. Hein. Évidemment, ce type d'analyse, ce sont des analyses de type HPLC. Vous êtes à 200-300 €. Si on veut le panel complet, vous êtes à 200-300 € l'analyse. Il ne faut pas oublier non plus. Mais je veux dire, quand on est dans des démarches de pain de qualité différenciée, de certification, faire des contrôles comme ça, quelques fois sur l'année, c'est possible. Ça permet aussi de mettre le garant d'une filière correctement menée.
Donc voilà, tout ça existe. Donc en guise de conclusion, en termes de filière courte, l'avantage c'est que vous êtes en relation directe entre les acteurs, et c'est même parfois très simple, puisque parfois il n'y a plus qu'un acteur. C'est l'agriculteur qui sème, récolte, stocke, transforme, vend chez lui. On peut d'autant mieux ajuster la production à l'utilisation. Dans votre mode de pensée, raisonnez toujours dans l'autre sens. Partez de l'utilisation. Ne partez pas de ce que vous avez mis comme variété et dire « je vais essayer de la valoriser en panification ou en biscuit ou en ce que vous voulez ». Partez de l'inverse. Dites « voilà, moi j'ai remarqué que cette farine-là, elle marchait très très bien ou que mes clients en sont très contents et donc essayez de partir de là, caractériser ça et puis mettez des variétés qui vont répondre à ça. » C'est partir de l'aval et remonter, et pas faire l'inverse comme on a trop souvent l'habitude. C'est pour ça que je vous dis, c'est partir des attentes des utilisateurs. Demain, peut-être, vous vous mettrez même, j'ai parlé de blé dur, rien si la culture, si dans 10 ans, le réchauffement climatique tel qu'on le connaît se poursuit, et si les obtenteurs se mettent à travailler le blé dur en conditions nord, moi, je n'exclus pas du tout qu'on ait des variétés de blé dur qui tiennent très très bien dans le nord et qu'on finisse par avoir des variétés de blé dur pour répondre à des fabrications de pâtes alimentaires de type spaghetti, macaroni et autres. Donc le blé dur, c'est quelque chose de radicalement différent. Hein. Là, on ne vise pas la farine, on vise de la semoule. Donc c'est tout à fait un autre mode de pensée. Alors, dans les points d'attention que je vous ai cités, c'est maîtriser la maturité, la teneur en humidité, gare aux mycotoxines, parce que ça, au niveau d'une filière alimentation humaine, si vous faites une erreur là-dedans, l'AFSCA ne vous le pardonnera pas. Le choix variétal associé à une teneur en protéines et à des façons culturelles, c'est pas mal non plus. Et puis, vous définir, vous, des critères. Des labos comme les nôtres sont là aussi pour vous aider à les définir. Et puis, à chaque début à chaque nouvelle récolte, on peut essayer de tâtonner pour voir, tiens, c'est quoi le meilleur mélange. Peut-être que M. Delay, dans la discussion, pourra m'éclairer, je ne me rappelle plus tout à fait du nom des variétés. Mais en France, pendant des années, ils ont raisonné la panification à la française sur 2 variétés. Et ils ajustaient juste les proportions. Et donc, une année, ils mettaient plus d'une et un peu moins de l'autre. Et puis l'année suivante, ils gardaient les 2 mêmes variétés et ils mettaient un peu plus d'une et un peu moins de l'autre. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortaient. Donc, parfois, avoir 2 variétés un peu différentes et vous ajustez la proportion des 2, ça peut être une façon d'aborder le sujet. Voilà, un petit mot de Wallon dans Murois. Merci vraiment pour m'avoir shooté. Donc, je vous remercie franchement pour votre patience, parce que c'est vrai que ça fait un peu monologue. Moi, j'ai l'impression de parler tout seul et de devenir en moitié zinzin, mais ce n'est pas grave. Et donc, je vous ai mis une série de compléments d'infos, notamment un numéro d'itinéraire bio. Que vous soyez en bio ou pas, c'est toujours intéressant à lire, parce que les gens du bio ont au moins ramené et des façons de faire différentes, et ont peut-être ramené la notion de filière courte. Donc, ça a peut-être un peu réveillé les consciences aussi. Comme je le disais en revoyant la photo de M. Bowens, je pense que il faut de temps en temps des fous. Il faut de temps en temps raisonner une fois ce qu'on appelle out of the box, donc en dehors des sentiers battus. Et donc, c'est comme ça parfois qu'on avance. Voilà, donc il y a toute une série de choses. Si vous voulez discuter, comme vous n'êtes pas loin de la France, allez une fois discuter avec le père Vaste, des Moulins Vastes. Il est intarissable et vous en apprendrez beaucoup de sa part aussi. Je n'ai pas le monopole. Voilà, je vous remercie. Et je rends le crachoir. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Georges, pour toute la présentation et toutes ces informations hyper intéressantes. Voilà, on va passer du coup aux questions-réponses. Si vous en avez, donc vous pouvez les poser. On va passer d'abord en revue le chat. Je vois qu'il y a
une question. Et alors après, si vous en avez, vous pouvez prendre la parole et les poser en direct. Donc, on a ici une question. Quel est le délai entre la moisson et le début de la meunerie? Oui, il faudrait peut-être idéalement ne commencer à moudre qu'au mois de septembre. Et alors, il y a encore un autre élément dont on parle peu, parce que la grosse meunerie, ça ne les concerne presque plus. Il y a un délai entre la mouture et la mise en œuvre de panification. Pourquoi ça ne concerne plus trop la grosse meunerie? Parce que tout le transport de farine se fait par voie pneumatique, et donc les farines sont très aérées, et donc on dit toujours, anciennement, les anciens boulangers disaient qu'il fallait que la farine ait un peu de plancher. Et ça, c'est surtout vrai quand on ne manipulait pas les farines et qu'on les met en sac. Là, vous n'avez pas d'aération, donc la farine ne vieillit pas vite. Donc, parfois, attendre une quinzaine de jours permet aussi à la farine de se poser, parce que dans les premiers jours, la farine va beaucoup bouger dans sa façon de se comporter. Tandis que quand elle a eu 15 jours, après, sa façon de se comporter va presque plus évoluer. Donc, c'est aussi peut-être quelque chose à tester. Donc, c'est ne pas broyer trop vite. Donc, ça, c'est le délai moisson-farine. Et puis, il y a un délai farine-pain. Peut-être qu'avoir une petite semaine de repos ne fait pas de tort. Maintenant, quand on utilise des moutures pierre, n'oubliez pas que vous avez le germe. Et ça, normalement, ça peut raccourcir votre, comment vais-je dire, la date limite de consommation de votre farine. Hein. Parce que le goudron, c'est quelque chose qu'on peut sentir assez vite. Hein. Qui n'est pas nécessairement désagréable, hein, mais non, je veux dire, sous dans l'attitude, on n'est pas habitué à des graisses rances. Vous avez par exemple les pays d'Afrique du Nord, ils adorent des graisses rances à balle de guerre. Chez nous, moins. Hein. On compte généralement 6 semaines, non entre la mouture et... Oui, c'est de cet ordre-là. Donc, peut-être la laisser poser une petite semaine, ça ne fait pas de tort. Et puis, ou déjà tenir compte quand, selon votre filière, s'il faut déjà une semaine pour qu'elle arrive en rayon, pendant ce temps-là, elle pose, quoi. Mais quand vous mettez le germe, vous prenez un peu plus de risque sur le rancissement des matières grasses. Ceci dit, de l'huile de germe de blé, c'est riche aussi. Hein. Donc, d'un point de vue nutritionnel, c'est bon. Hein. C'est plus intéressant au niveau nutritif de garder le germe dans la farine. Oui, absolument. Au plus vous faites une farine grise aussi, au plus vous gardez de minéraux aussi. Hein. Donc, d'un point de vue nutritionnel, n'allez peut-être pas vers une farine ultra blanche, c'est pas nécessaire, quoi. Peut-être privilégier des farines plus grisées, voire intégrales si vous êtes fan de ça. Okay. Je peux poser une question? Oui. On parle beaucoup de variétés anciennes, fin 19e, début 20e siècle. C'est quoi l'intérêt de ces farines, de ces variétés anciennes? Moi, je n'y vois pas d'intérêt particulier, ni de désintérêt particulier. Il y a notamment une boulangerie, retenez le nom, la boulangerie Le Grand à Namur, qui a fait de ça son chef de bataille, son cheval de bataille, pourquoi pas. Mais je veux dire, elles sont pas meilleures, elles sont pas pires. Alors, ne tombez pas dans le piège sacro-saint du gluten, parce que toutes les céréales dont on a parlé, elles ont du gluten. Hein. Alors, ce qu'on a dû faire, comme on a très fort industrialisé les process, c'est qu'on a dû rajouter du gluten. On a très fort renforcé les farines en gluten. Quand on a des process très industrialisés, il faut des farines fortes. Hein. Et donc, on prend des variétés plutôt standards auxquelles on ajoute un gluten plus fort. Et donc, à ce moment-là, d'un blé quelconque, on en fait du blé panifiable, quoi. Donc, vous renforcez en gluten. Mais en principe, c'est du gluten extrait du froment aussi. Donc, a priori, c'est le même. Parce que bon, il ne faut pas tomber dans le... Je sais bien que le gluten, c'est le pot à encre, mais dites-vous bien que vous avez, au niveau des intolérances, qu'on appelle au niveau des gens qui ont vraiment la maladie cœliaque.
eux, ils ne peuvent pas voir une trace de gluten. Ça concerne 1,5% de la population, mais ces gens, il n'y a pas d'autre moyen que de bypasser tout ce qui est céréales. Donc, vous bypassez le froment, l'épeautre, le seigle, l'orge, oui, vous bypassez quasi toutes les céréales classiques. Et alors là, vous pouvez vous orienter vers des farines de châtaigne, vers des farines un peu comme on trouve, je ne reviens plus sur le nom, en Bretagne. Donc, du sarrasin. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Quelqu'un a évoqué le teff tout à l'heure, ben, ça peut être des alternatives. Donc, ce sont des marchés aussi. Hein. Mais dites-vous bien que les gens qui sont en maladie cœliaque, eux, ce n'est pas une trace de gluten. Alors, vous avez ce qu'on appelle les intolérants. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir des problèmes digestifs. Et là, l'intolérance, elle peut être liée à une variété plutôt qu'une autre. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire, moi, avec l'épeautre, j'ai moins de problèmes qu'avec le froment, simplement parce que la conformation des protéines est légèrement différente. Et donc, pour ces personnes-là, ça passe mieux, quoi. Le fait aussi de faire une panification plus poussée, autrement dit, des fermentations au levain beaucoup plus longues, qui hydrolysent beaucoup plus fort les protéines, vont peut-être faire en sorte que des gens qui avaient des problèmes avec des pains classiques ne vont pas l'avoir avec le vôtre. Donc, je veux dire, ces aspects-là sont des marchés potentiels. Hein. Et comme ce sont des marchés exigeants, ce sont des marchés où vous pouvez mettre des marges financières plus confortables. Donc, ça ne se discute pas. Je veux dire, ce sont des marchés plus de niche. Moi, je n'ai aucun souci à ce qu'on se positionne dans un marché sans gluten ou bien à gluten modifié parce que vous avez fait des fermentations longues ou bien avec des céréales alternatives. Tout ça me paraît possible. Évidemment, après, vous avez l'effet gluten où c'est juste un effet de mode, quoi, les anti-tout, quoi. Ceux qui ne veulent pas de gluten, pas de lactose, pas de... Ça, buvez de l'eau, alors il n'y a rien. Mais ne pas prendre de protéines de ce type-là peut vous conduire à des cas de dénutrition sérieux. Hein, donc, il ne faut quand même pas déconner non plus. Parce qu'à force d'être anti-tout, on finit par ne manger plus rien. L'homme reste quand même un omnivore. Hein. En principe, on est équipé pour. Hein. Parce que l'intolérance au lactose, c'est pareil. Il y a une minorité de la population qui n'a pas l'équipement enzymatique pour couper le lactose en deux. C'est tout. C'est en quoi, après, c'est tout. Et puis, il faut aussi différencier, je pense, tout ce qui est farine industrielle standardisée dans lesquelles on rajoute du gluten, on rajoute des améliorants, etc. Et des farines natives dans lesquelles il n'y a rien dedans, on part juste de la protéine du blé cultivé, quoi. Oui. Alors, je vais rebondir sur ce que me dit Simon. Ne faites pas comme tout... Enfin, j'espère que vous ne faites pas comme tous les cons qui vous disent « je fais mon pain moi-même ». Et puis, vous dites « mais qu'est-ce que vous utilisez comme farine ?» Alors, la première farine qu'ils utilisent, c'est une farine bourrée d'additifs, quoi. Or, vous pouvez très bien aller chercher même de très bonnes farines en grande surface. Hein. Il suffit juste de regarder que ce soit une farine native, c'est tout. Autrement dit, une farine avec rien d'autre que de la farine. Parce que maintenant, dites-vous bien qu'en Belgique, non, ne vous en déplaise, et au risque de choquer certaines oreilles, la société qui a la plus grande souchothèque, autrement dit la base de données avec des souches vivantes de micro-organismes qui fermentent en panification, la boîte qui a la plus grande souchothèque sur la question, c'est Puratos. Hein. Or, Puratos est le leader belge à la base, mondial au niveau des additifs hein, et des auxiliaires technologiques. C'est plus pédique. Mais je veux dire, eux, maintenant, Puratos, si vous voulez faire de la ciabatta, ils ne peuvent plus l'appeler farine, ils appellent ça un mix. Mix pour ciabatta, parce que vous avez déjà tout dedans. Vous avez le levain séché, vous avez les enzymes, vous avez... Et vous mettez ça en œuvre et ça va tout seul. Pour mettre en œuvre ce type de farine, il ne faut même pas être boulanger, hein, je veux dire. Utiliser un mix, tout le monde sait utiliser un mix. Il vous dit quelle quantité d'eau il faut ajouter, combien de temps il faut pétrir, comment vous devez travailler votre pâte, et puis ben, vous avez fini. Et il n'y a pas de surprise, le mix a été calibré pour bien fonctionner. Les mélanges
qui sont faits pour aller dans les petites machines à pain, bah, ils ont été calibrés pour aller magnifiquement bien dans les machines à pain. Quand vous faites avec de la farine native, c'est peut-être un peu plus difficile. Il va peut-être falloir chipoter un petit peu plus longtemps. Les personnes qui vont le mettre en œuvre dans leur machine à pain vont peut-être devoir tâtonner un petit peu au niveau des réglages. Moi, je crois aussi que si vous vendez aux particuliers des sachets de farine pour, par exemple, machine à pain, je pense que c'est à vous assurer, à tâtonner un petit peu pour leur dire, ben voilà, ma farine, vous devez la mettre en œuvre comme ça. Lui ajouter autant d'eau, la pétrir comme ça. Et à la limite, vous testez et vous leur donnez la recette. Enfin, c'est un conseil plutôt amical, parce que comme ça ne leur permettra pas de dire que c'était votre farine qui était mauvaise. À tous les coups, ils vont vous dire ça. Et s'ils ne réussissent pas avec leur petite machine à faire du pain, ils vont vous dire que c'est votre farine. Tournez-le dans l'autre sens. Dites voilà, la mise en œuvre de ma farine, c'est ça. Parce que si tu lui mets plus d'eau, ça n'ira pas. Tu lui mets moins d'eau, ça n'ira pas non plus. C'est exactement ce... Excusez-moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire précédemment. Par contre, on dit également, une certaine presse dit que les blés qui ont une finition rousse, donc tout à l'heure on parlait de variétés anciennes, donc dans les variétés anciennes, il y a des blés qui ont une finition, la couleur rousse, on appelle ça des blés cuivrés. Ces blés cuivrés seraient plus riches en éléments minéraux. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Je ne sais pas vous répondre. Oui, c'est possible. Mais je veux dire, le pain n'est pas, à mon sens, l'apport minéral. Enfin, c'est un des apports possibles, mais bon. Je crois que ce qu'il faut surtout viser, pour moi, c'est la propriété technologique. Ça, vous devez maîtriser, quoi. Et au niveau apports minéraux, etc., il y a déjà des études qui ont été faites là-dessus en Belgique? Pas spécialement aussi. Non, faudrait que je regarde un petit peu. La meilleure façon d'incorporer beaucoup de minéraux, c'est de travailler en mouture intégrale ou bien de travailler au moins en farine bis, quoi. Ne travaillez pas en mouture blanche, hein, parce que là, vous retirez... En fait, en mouture blanche, vous n'avez plus que l'amidon central, quoi. Vous avez tout ce qui est son et périphérie. Le son vous amène les fibres et tout ce qui est juste en dessous du son, juste en dessous des enveloppes, c'est là que vous avez tous les minéraux. Hein. A fortiori, si vous travaillez en mouture intégrale, quoi. Ouais. Christine et Francis, vous aviez une question ou une remarque? Oui. Je voulais intervenir dans le sens où nous, on est en vente directe. Et donc, d'accord avec M. Sénard dans le sens où des demandes de problèmes de gluten sont là et que le fait que les gens demandent des farines sans gluten, notamment donc le sarrasin, sont là également, mais c'est un très petit marché. Il faut bien vous dire... C'est un très petit marché, puisque... Excusez-moi. Moi, je pense que je suis comme les autres, on n'a rien compris. Vous pourriez répéter? Ah, bon. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Mieux. Mieux. Bon. Donc il faut peut-être rapprocher l'ordinateur. Je vais peut-être rapprocher l'ordinateur. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, on vend depuis 36 ans aux particuliers et aussi bien à certains boulangers. Donc, ici, on a donc un boulanger qui nous a demandé de mettre des blés en... Vous entendez? Donc, on a mis du blé ancien, mais exclusivement pour un qui a dû revoir sa méthode de travail, de planification. Et ce matin, on en discutait encore également. Et il est, pour répondre à cette question, quel délai entre la moisson et le début de la meunerie, c'est que
depuis 36 ans, on a toujours dit aux gens qu'il était préférable de commencer 1er novembre. Donc, c'est passé même 2 mois. Et ici, en tout cas, avec les blés anciens, le boulanger a même dit que c'était mieux que la farine était. C'est ça, qu'elle est du plancher. Elle est du plancher. Oui, oui. Maintenant, sur Meule de Pierre, notre laps de temps est de 6 mois. La date que l'on conseille est de 6 mois pour utiliser notre farine. On n'a jamais constaté non plus Non, non. Ça, de toute façon, depuis 36 ans, je n'ai jamais eu. N'entends pas? Vous n'entendez pas? On vous entend mieux, vous, que votre mari. Marie n'avait rien dit. Ah, ça va alors. En fait, comment vais-je dire? Effectivement, il y a un élément que vous avez dit qui est très important, c'est qu'il faut toujours, comme vous êtes en filière courte, c'est d'avoir une communication entre l'utilisateur et le producteur. Et comme ça, vous ajustez. Lui, il va ajuster sa façon de faire à votre farine, et vous, vous essayez d'ajuster sa farine à sa façon de faire, et c'est les deux qui doivent un peu se rencontrer. Et ça, c'est l'avantage d'une filière courte. Parce que vous allez aussi avoir un effet pour lequel ni vous ni lui n'avez de maîtrise, c'est l'effet annuel. Hein. Oui. Ça, c'est violent. Hein. Vous pouvez avoir la même variété, cultivée de la même façon. Une année, elle va se comporter comme ça, l'autre année comme ça. Une année, elle va avoir besoin un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, pétrir plus doucement, plus longtemps, moins longtemps. Tout ça doit s'ajuster. Et c'est ça qui est important si on fait la filière libre, c'est de tester oui. avant. Exact. Maintenant, oui, maintenant, nous avons des appareillages qui permettent aussi de les tester de manière indirecte. Et quand on a une photo et qu'on a le retour du boulanger qui dit « oui, c'est ça qu'il me faut », alors on sait qu'il veut ce type de farine. À l'inverse, il dit « mais qu'est-ce que vous avez mis cette semaine que la farine ne va pas ?» Ça, c'est typiquement la réponse que vous allez avoir. La farine ne va pas. Elle va peut-être très bien, mais il faut peut-être ajuster autrement et mettre moins d'eau, plus d'eau, travailler plus longtemps, moins longtemps, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, je n'ai pas le feeling d'un boulanger, mais je veux dire, chaque métier dans une filière courte va retrouver du savoir-faire. Si on se met au niveau de l'agriculture, c'est beaucoup plus facile de faire du froment avec 3 traitements fongicides. Ça, je sais faire ça aussi. Par contre, quand on va commencer à diminuer les traitements fongiques, ça devient plus risqué, il faut regarder un peu plus, il faut choisir d'autres variétés. On refait appel au métier. Boulangerie, c'est la même chose. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile de prendre un sac avec tout dedans. Il ne faut même pas être boulanger. Et, tandis que quand vous avez une farine native, il faut voir comment votre farine répond et vous ajuster à ça. Et c'est là tout l'intérêt, tout l'art, toute la difficulté aussi de ce type de filière. Et c'est un dialogue qui doit s'instaurer entre... Mais maintenant, quand vous travaillez avec un boulanger, ça c'est facile. Mais si vous voulez vendre de la farine, par exemple, pour des machines à pain, c'est très possible, mais peut-être que ce ne sera pas la même. Et vous devrez, à mon avis, avoir tâtonné, vous, pour que vos clients n'aient pas de déboire. Parce qu'après, ils ne reviennent plus, quoi. C'est ça le problème. Et je pense aussi, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Georges, que c'est toute l'importance aussi finalement du savoir-faire du boulanger qui peut aussi lui-même corriger la farine. Oui, oui. Enfin, dans une certaine mesure, mais en fonction des techniques qu'il va utiliser, il va pouvoir corriger une farine qui est un peu trop faiblarde ou qui est pas adaptée en travaillant avec des fermentations longues, du levain, etc. Enfin, voilà, je veux dire, un boulanger qui a vraiment finalement le savoir-faire derrière va pouvoir faire du pain avec énormément de choses, quoi. J'ai fait des expériences avec des gens qui travaillaient en bio, notamment qui voulaient faire de la boulangerie sans additifs, sans rien.
je leur ai donné des variétés, je leur ai donné de tout, avec des plutôt bonnes, des plutôt moyennes, et franchement, même je leur ai donné des farines problématiques. Eh bien, ils s'en sont tous sortis à faire du pain. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ajustés à la farine. Quand vous êtes dans un process industriel, la boulangerie industrielle va jamais s'ajuster au lot. Il va juste demander que le lot s'ajuste à son process. Il va peut-être modifier un tout petit peu en début de saison le process et puis c'est tout. Tandis que dans les filières, je veux dire artisanales, ben là c'est de l'auto-ajustement, quoi. Vous allez lui donner une farine différente, normalement un bon boulanger va s'y adapter. Et il la travaillera peut-être tout à fait différemment. Donc c'est pour ça que je ne dis plus qu'il y a une bonne farine ou une mauvaise farine ou une bonne céréale. Il y a juste des gens qui savent s'y prendre et d'autres qui ne savent pas s'y prendre, qui savent en faire façon ou pas en faire façon. J'ai plus envie de dire ça. Maintenant, le mieux, c'est toujours d'avoir quand même quelques éléments qui font qu'on sait bien que ça va cadrer avec. Il y a quand même des variétés qui sont quand même franchement à utilisation alimentation animale, quoi. Faut pas essayer de fourguer ça, quoi. Il y a moyen de mieux faire. Donc il y a moyen de, mais voilà. Et si chacun remet du savoir-faire de son côté, eh bien c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'on recrée une filière de valeur. Et les gens, les consommateurs à l'autre bout, ils vont pas être dupes. Proximité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Monsieur Sinave. D'autant plus, bon, regardez, prenez une variété dans les années 50 qui était la variété la plus cultivée en Europe, la variété Capel, qui était la référence au niveau meunerie et au niveau rendement aussi dans ces années-là. Aujourd'hui, la variété Capel est considérée comme cultivée avec les méthodes actuelles et surtout travailler au niveau farine et panification avec les méthodes actuelles est considérée comme un impanifiable. Oui. Ben, mais en filière courte, comme vous dites, on est capable de faire du pain avec du Capel et il n'y a aucun problème. Ça, si vous mettez probablement du Capel dans un truc très industrialisé, si ça ne tient pas, par exemple, au travail mécanique, je vous jure que l'usine se bloque. Hein. Les pâtes, ça fait, c'est vous bloquez l'usine, alors je m'entends vous dire que là, ça gueule. Hein. Donc, mais dans un procédé où les gens apprennent à maîtriser cette variété-là, ça peut très bien fonctionner. Rappelez-moi un peu les deux variétés françaises qu'on utilisait. Je cherche depuis tout à l'heure, dans quelles années? Les Soissons Festival, non? Oui, c'est plus récent que ça. C'est Caporne et... Il y en a un qui me revient. C'était un mélange Caporne... Oui, Caporne, donc c'était une variété de chez PBI, commercialisée par Desprez. Parce que la France est plus directive en matière de variété. Hein. Caporne Apache. Oui, c'est juste, voilà. Eh bien, pendant longtemps, vous aviez les communications d'Arvalis, c'était il faut mettre autant de Caporne et autant d'Apache. En Belgique, je dirais qu'on a toujours été plus polyvalent au niveau des variétés, mais c'est peut-être parce que la Belgique fait un peu terrain d'essai, quoi. En France, pendant longtemps, ils ont été plus dirigistes. Oui, mais en Belgique, déjà, vous avez la chance d'avoir, je dirais encore, un nombre de variétés important pour le territoire. Hein. Il y a 100 variétés multipliées pour 220 000 hectares de blé. Oui, c'est juste. Ça, c'est vrai. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la diversité variétale, c'est un formidable outil. Moi, je suis vraiment un ardent défenseur de la création variétale. Mais il faut l'exploiter. Hein. Si c'est pour tout mélanger à la sortie, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Mais je trouve qu'on a une diversité variétale. On pourrait presque vous trouver pour chaque utilisation la variété top pour cette utilisation-là. Je suis sûr. Nous, en Belgique, la variété qui a cartonné au niveau panification, ça a été Canremy. Parce que Canremy, je connais bien l'histoire. Hein. Canremy a été inscrit en 1979. Il s'appelait, c'était un blé d'Unisigma, il s'appelait le 163. Alors, vous voyez la réussite d'une variété parfois. Il a été inscrit au ras des pâquerettes à 100,3% des témoins.
Et derrière, il a fait une carrière commerciale fantastique, hein, alors que la variété n'a jamais été le top au niveau rendement. Elle avait l'inconvénient d'être dure à battre, etc. Puis finalement, mais au niveau qualité, et aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure une chaîne de boulangerie qui continue à dire on continue à faire du pain avec la variété ancestrale Camp-Rémy, alors que c'est une variété récente quand même. Hein, 79, c'est quand même pas il y a 3 siècles. Hein. Pour nous, non, mais pour certains, c'était le temps des cavernes. Hein. Mais la difficulté, je crois que M. Delay ne va pas me contredire, la difficulté actuelle, c'est développer des variétés, vous êtes sur une échelle de temps de 10 à 12 ans, hein, minimum. Et quand la durée de vie d'une variété actuelle, c'est quoi, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous avez de la chance. Et je pense que les boîtes de sélection, elles ont du mal à rentabiliser le process. Hein. D'une part, les boîtes de sélection, d'autre part, l'agriculteur, lorsqu'il connaît un peu la variété et qu'il a appris à la cultiver avec une méthode, eh ben, la variété a disparu. Maintenant, la difficulté, si on voulait remettre en œuvre des anciennes variétés, c'est de retomber sur le lot avec une pureté variétale. Bon, maintenant, on vous fourguerait du Camp-Rémy. Est-ce que c'est vraiment du Camp-Rémy ou est-ce que ça a dévié? C'est toujours ça. Moi, je sais que le Moulin Vaste, ils avaient tablé sur Camp-Rémy pour la boule pévelloise. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais Émile Vasse a toujours été quelqu'un de très passionné, déjà, d'une part, hein, très compétent, passionné, et puis qui a énormément d'idées. Hein. Je l'ai déjà rencontré, le père Vasse. C'est quelqu'un, hein. Oui, c'est un phénomène. Ouais. Mais c'est bien d'avoir des gens de conviction. Je crois qu'on est encore dans des métiers parfois où des gens ont des convictions, ont des principes, ce sont peut-être des valeurs qui peuvent paraître dérisoires, je ne sais pas, mais... Non, je ne pense pas, justement. Regardez, on revoit justement avec les circuits courts qui se redéveloppent, déjà des agriculteurs qui reprennent le pouvoir, hein, de maîtriser de valoriser leur production de blé, ou d'autres choses. C'est intéressant. Mais maintenant, quand on fait une filière courte, quelle que soit la façon dont vous la faites, vous pouvez tout avoir sous votre contrôle, ou bien faire de la mouture à façon, ça peut aussi se faire. Mais n'oubliez pas, ne retombez pas dans le travers de la filière classique. Il faut que tous les acteurs de la chaîne s'y retrouvent à tout point de vue, au niveau de la satisfaction du travail et au niveau de la finance. Si un des partenaires ne s'y retrouve pas, il quittera le navire. Moi, j'ai vu des agriculteurs se lancer et puis ils avaient recours à un moulin à façon et ils se trognaient le moulin pour avoir tout au moins cher. Oui, mais à un moment donné, le moulin, il peut dire moi, je ne suis pas d'accord de travailler pour rien non plus. Donc, c'est un peu ça qu'il faut retrouver. Je crois que tout travail mérite salaire. Et quand on fait des filières courtes qui demandent des temps plus longs, avec des rendements moindres, avec plus d'investissement en temps, plus ceci, plus cela, tout ça a un prix, tout ça se paye et chaque acteur doit s'y retrouver. Et quand on fait ça, tout le monde s'y retrouve et ça marche. Qu'on soit seul ou qu'on soit à quelques maillons, mais alors il faut que chacun, que ce soit un vrai partenariat. Alors il y a un truc dont on parle peu, c'est la gestion des risques. Parce que dans une filière classique, je peux parler par exemple de la filière orge de brasserie. Eh bien, l'orge de brasserie, la brasserie, c'est pas difficile, elle fixe des critères, la malterie, du coup aussi. Et puis quand vous avez, passé toute votre année à avoir de l'orge de brasserie, qui vous demande nettement plus de temps, nettement plus de problèmes, avec nettement moins de rendement, Et puis vous arrivez au bout du compte, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ben votre orge, elle ne satisfait pas à tel ou tel critère. Et qui est-ce qu'il a dans l'os? En général, le producteur. Donc, il faut une répartition des risques aussi. Ça veut dire, même si vous constituez une filière, il faut que vous décidiez qu'est-ce que je fais si le lot de froment que j'ai quand même produit comme d'habitude ne convient pas à la panification. Qu'est-ce que je fais? Chaque acteur doit, pour moi, éponger un tout petit coup la main-value et on se débrouille autrement. Mais je veux dire, il faut le considérer, ça. Parce qu'une année sur 5, sur 6, vous aurez bien une fois où ça ira un peu moins bien. Même en étant en filière courte. Hein. Oui, la dernière année, c'est 2016. Hein. C'est pas si loin. Hein.
Parce que moi, je me souviens, j'ai été beaucoup interpellé par des Français, je ne sais plus quelle année. Les Français de la Beauce, ils savaient plus ce que c'était qu'un Hackberg, hein, parce que les anciens, je crois qu'il y avait 13 ou 14 ans qui n'avaient plus le problème, puis tout d'une fois, ils se sont ramassés un problème de Hackberg, que les gens du Nord, eux, on n'oublie pas, nous, parce on n'est pas plus malin qu'eux, mais on a des piqûres de rappel tous les 4-5 ans. C'est comme les vaccins, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Sénard, dans le sens où l'épeautre, le petit épeautre, le sarrasin, les blés anciens, ça se moue différemment que du blé. Absolument. Et donc, du coup, ici, on a constaté en moulant le blé ancien, il est beaucoup plus gras, elle doit tourner beaucoup plus longtemps pour arriver au silo. Donc, c'est comme vous dites, dans les circuits courts, il faut tenir compte de tous ces aléas. Oui, je rebondis sur ce que vous dites. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'au niveau de la meunerie, on a aussi des éléments d'ajustement possibles. Peut-être un peu plus facile avec une mouture à cylindre. Pierre, on a un peu moins de marge de manœuvre. Tu as les vitesses de rotation, l'écartement des pierres. En bluterie, tu n'as pas tellement de choix possible, mais ce qui peut être fait, c'est d'avoir des jeux de tamis où vous changez les dimensions des tamis. C'est possible aussi, vous achetez des jeux de tamis différents. Et donc, comme vous dites, selon la céréale que vous mettez en œuvre, on ne va peut-être pas la moudre de la même façon non plus. C'est là tout l'art. On est plus dans du cousu humain, quoi. Aussi bien de la part. En fait, tous les acteurs, quel que soit leur niveau, que ce soit l'agriculteur, le stockeur, celui qui moud ou celui qui met en œuvre au niveau de la panification, il faut tous retrouver du savoir-faire, savoir comprendre comment le produit fonctionne, comment ajuster le produit au process et le process au produit dans la mesure du possible. Maintenant, on n'a pas des possibilités infinies d'ajuster le process. À un moment donné, quand on a vraiment un mauvais blé, on a un mauvais blé, hein. On en cherche un autre. Je ne sais pas du coup s'il y avait encore d'autres questions, éventuellement, des autres participants. Bon, ce qui peut être fait, c'est quand on le pourra, je n'ai aucun problème à venir une fois en déplacement dans votre région, même chez vous, ou dans vos installations, si le cœur vous en dit. J'ai des collaborateurs qui seront intéressés aussi. Si vous avez besoin du labo, on est là pour ça aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas nécessairement limiter à la conversation d'aujourd'hui. On retient, on retient. Je vous avertis, je ne tiens plus la cantine comme je la tenais il y a quelques années, hein, donc doucement, parce que je connais la région. Hein. Vous pourriez nous donner votre adresse mail et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Absolument. Donc, Simon vous enverra tout ça. Oui, je vous enverrai de toute façon la présentation, tous les documents que Georges a envoyé, une série de documents supplémentaires avec des infos. Je vous transmettrai tout ça d'ici quelques jours avec en même temps le lien de la vidéo. Maintenant, n'oubliez pas, il est peut-être un peu plus jeune que moi, mais Simon est passé par le labo et a fait son travail de fin d'études chez nous. Donc, il connaît la musique. Hein, je l'ai un petit peu... Je ne savais pas s'il était originaire de la région, mais il m'a dit que oui. J'ai un peu suivi dans son périple esbignon et j'étais content de le retrouver à Loisel. Donc voilà, on se côtoie déjà depuis quelques années en fait. Donc il a été à bonne école, voilà. Oui, c'est ça. Je vais le dire moi-même. J'ai eu un bon prof, voilà. Pas de problème. Mais bon, je commence à être à l'âge où je vais bientôt être comme Monsieur Delay, moi je transmettrai la passion. Tu le fais déjà. Oui, hein. Mais Monsieur Delay, je retiens le bouquin de 1924. Hein. Sur celui-là, je le retiens. Oui, on a été un peu coupé. C'est un petit peu haché, mais j'ai bien entendu ce que vous venez de dire.
Et je vais certainement croiser Guillaume prochainement. À la limite, si vous pouvez lui remettre, on en fera un scan et puis on vous le rend. Très volontiers. Ah, vous pouvez pas dire ce que vous m'avez lu tout à l'heure, c'était du caviar. Et peut-être justement, Georges, au niveau analyse, est-ce que tu as une idée, si jamais les agriculteurs voulaient faire analyser des lots ou quoi, une idée de coût, de ce que ça représente pour les analyses qualité classiques? Ça dépend du... Là, à ce moment-là, ils s'adressent à nous, on peut leur donner des indications de prix, mais parfois, on le fait parfois gratos aussi, quoi. Ok. N'attendez pas de venir quand vous avez que des ennuis, quoi. Et alors, c'est un peu ce que je vous ai dit. Parfois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir deux farines, quoi. La farine vous dit, ça, c'est vraiment ce que je cherche. Et moi, à ce moment-là, je prends la photo avec les moyens que j'ai. Et il faut compter quand même, si possible, une petite dizaine de kilos de farine, c'est plus confortable. Et à ce moment-là, on veut dire, voilà, dans le cas de la valorisation de ces gens-là, c'est cette farine-là qui vole. Et à la limite, si vous avez eu un contre-exemple, ce qui est toujours regrettable, mais je sais que ça arrive, où quelqu'un vous a dit, mais cette farine-là, moi, je ne veux plus d'une farine comme ça. À la limite, quand j'ai ces deux infos-là, je sais voir, ah oui, ils aiment mieux des farines plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, à ce moment-là, on recherche dans les variétés qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que vous voulez faire ou quel mélange va approcher. Voilà. Donc, on peut travailler comme ça. Maintenant, ce qui peut être fait, il y a des budgets parfois publics, et là, je pense que quelqu'un comme Simon peut faire ça, c'est d'introduire des projets au niveau de la région wallonne qui viennent en support. Bon, si vous faites un groupement pays des collines, rien n'empêche de faire un projet financé par la région wallonne où toutes nos contributions en fait seraient financées, quoi. C'est-à-dire ça, ce sont des façons aussi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas toujours facile à dégoter, mais ça existe. Parfois, se battre un petit peu pour avoir ce type de budget. Mais il y a eu notamment des appels à des filières de relocalisation. Parfois, introduire un dossier permet d'avoir un peu de sous. On a un peu de sous, on a des moyens. On a des moyens, on vous encadre. Hein. Donc, tous ces aspects-là sont là pour ça aussi, quoi. Oui, tout à fait. Et moi, je préfère parfois des démarches collectives, parfois, plutôt qu'individuelles, quoi. De toute façon, moi, je suis de service public, donc je ne suis pas... je ne prends aucune position par rapport à ce que vous faites, à comment vous le faites. On n'a qu'une obligation, c'est que si on détecte des mycotoxines, là, on est tenu d'en aviser l'AFSCA, en principe. Et ça, c'est une obligation vraiment légale, sans quoi on a de vrais problèmes. Ça, c'est vraiment si la sécurité de la chaîne alimentaire était gravement compromise. Là, j'ai quand même des obligations, mais c'est le seul cas. On n'est pas dans la répression, nous. Hein. On est dans l'assistance technique. Hein. Deux registres différents. Hein. Donc moi, si vous avez des ennuis jusqu'au-dessus de votre cou avec une farine, je peux essayer de vous aider à comprendre pourquoi et trouver des solutions s'il y en a et faire en sorte que les fois prochaines, ça n'arrive plus. Donc, on est plus dans ce registre-là, quoi. Je ne vais pas vous taper sur les doigts, ni poser de jugement de valeur, c'est vraiment pas mon style. On est là pour aider, en fait. On en prend bonne note. En matière de conservation des céréales, il est préférable de stocker au sol, de stocker en silo tour, par exemple? Je pense que pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est bien stocker, sec, ventilé. Et alors, un truc à ne surtout pas faire, parce qu'on n'a jamais beaucoup dit, vous savez quel est le seul problème de produits phytopharmaceutiques qui reste dans la filière céréalière jusqu'il y a peu? Les CIPC. Les CIPC. Exactement. Mais maintenant, c'est une connerie de norme. On a mis la norme CIPC dans les céréales à 0 quasi. Or, dites-vous bien qu'avec les méthodes actuelles qu'on a, on vous retrouve des micro-traces. Et donc, dès que vous avez eu un hangar à patates traité au CIPC, vous amenez des céréales, on retrouve les CIPC dans les céréales. Donc, c'est formellement déconseillé, voire interdit. Et puis maintenant, on arrête les CIPC. Donc, la question va se résoudre.
Mais Oui. dans toutes les bandes transporteuses, ça reste sur les revêtements muraux. Les camions avec les bandes transporteuses en dessous, là, qui font du transport de patates dans un sens et de céréales dans l'autre, vous risquez d'avoir des CIPC dans les céréales. Donc, c'est parfois des trucs comme ça. Hein. Moi, j'ai vu les résultats des suivis, des autocontrôles dans les filières céréalières, même la filière classique, au niveau produits phyto, pour autant que les produits phyto sont appliqués correctement, on n'a jamais eu de souci. Mais on a retrouvé du CIPC. Et là, comme la norme était quasi à zéro, et ben voilà. Est-ce qu'il faut ajuster sa production à sa chaîne de commercialisation? Ou est-ce qu'on peut stocker sur une plus longue durée des céréales? Un Pour lot de moi, céréales. des céréales sèches, vous pouvez stocker ça des années. Si c'est au sec, c'est pour ça que la maîtrise de la maturité de l'humidité au niveau céréalier, quand vous avez déjà ça, la qualité que vous avez mise, vous allez la garder. Quasi. Je ne dis pas qu'on va aller sur 10 ans, mais si vous faites sur 2-3 ans de stock, si vous avez maintenant, faites attention, vous avez tout ce qui est rat, enfin rongeurs, oiseaux, attention, hein, ça c'est pas les pigeons, il faut gérer tout ça, hein, sans, sans insecticides. Une céréale qui chauffe, quelle est la réaction qui se met en route, en place? Ça, c'est vraiment. Vous allez avoir ça quand vous mettez en tas des céréales immatures. Vous ne savez plus tenir votre main dans la céréale. Hein. Elle est vivante, quoi. Donc, vous avez une surchauffe monumentale du tas. Qu'est-ce qui se développe? Qu'est-ce qui se développe? Vous avez un paquet d'enzymes qui entrent en ligne de compte et vous coupez les protéines, vous coupez les amidons. Vous risquez des tas de problèmes avec des céréales qui ont chauffé. Pour le bétail, d'un point de vue nutritif, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème? Bon, pour le bétail, ça dépend. Dites-vous bien qu'au niveau bétail, si c'est du bétail à cornes, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, les ruminants, ça mange bien de tout, il n'y a pas trop de problème. Mais dites-vous bien que les porcins et les volailles sont au moins aussi sensibles que nous. Hein. Est-ce que vous savez qu'au niveau des normes mycotoxines, il y a eu une tentation de faire des normes mycotoxines plus sévères pour les porcins et pour les volailles que pour nous? Ça peut paraître choquant, mais pas tout à fait, hein, parce que eux, la céréale brute, c'est leur plat de consistance, hein, tandis que nous, on ne mange quand même pas des céréales brutes. Hein. Déjà, quand vous partez d'une charge de 1250 en mycotoxines en don, il y a une grosse partie qui va se retrouver dans les poussières et dans les sons, et donc moins dans la farine. Hein. Donc la farine va se retrouver à 500. Hein. Donc si dans les années en problématique de mycotoxines, la réincorporation des sons, il faut faire attention. Hein. Parce que les mycotoxines vont se loger dans les poussières, très chargées en mycotox, un peu dans les sons. Et donc réincorporer les sons, il faut faire attention à ce moment-là. Oui. Parce que les gens font toujours très attention à ce qu'on appelle le flux principal. Donc, on part du grain, on fait des farines, etc. Mais il faut parfois se rendre compte que dans un process, il y a des flux latéraux. Par exemple, si vous remettez des sons qui viennent d'ailleurs, il faut vous assurer que les sons sont pauvres en mycotoxines, hein, ou n'en contiennent pas. Hein. Ce n'est pas sans danger, hein, de remettre des sons. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, questions, remarques? Non, je trouve que la présentation a été dans le sens, personnellement en tout cas, de ce qu'on avait souhaité lors de la première réunion. Où, enfin, pour beaucoup, je pense, d'entre nous, c'est quand même une découverte un petit peu et pas mal d'un appui technique très, très utile.
Ok, Ok. avec plaisir. Ça répond un peu à nos attentes, je pense. Maintenant, en général, nos labos sont ouverts, mais par les temps qui courent, on est bouclé. Mais sinon, libre à vous aussi d'organiser. Enfin, Simon connaît la musique. On peut très bien aussi organiser une journée pour venir voir les labos. Il n'y a pas de secret non plus. Hein. Il n'y a aucun souci. Il y a juste que la période n'est pas très propice. Mais ça, on Oui. attendra. Dès qu'on pourra, Dès qu'on pourra. on fera ça. À Jean-Blou, on n'a pas la cantine, mais on a de la bière aussi, ça va. Quelqu'un a parlé, mais j'ai pas compris. Oui, c'est moi, Jean-Michel. Oui. Je dis, éventuellement, si tout va mieux, peut-être fin juin, on pourrait grouper avec une visite d'un champ d'essai à Jean-Blou. C'est tout à fait possible. Il suffit qu'on en soit avisé un peu avant et je m'organise avec Guillaume, il n'y a pas de problème. Ah bah super. On prévoira ça alors s'il y a de la demande des participants et qu'on peut, bien sûr, en fonction de l'évolution à ce moment-là. Oui, ça, on n'aurait jamais cru qu'on vivrait un bazar pareil, mais bon, c'est comme Non. ça. Il y a une question là. Ah, on a encore une question, oui. Peut-on utiliser des variétés améliorantes seules en production de farine? Alors, les variétés améliorantes, si vous les utilisez seules, vous risquez même d'avoir des contre-performances au niveau panification. Ça, c'est le risque. Parce que, par exemple, souvent, une variété améliorante est souvent très tenace. Donc, ça veut dire que vous pourriez même avoir des pains très plats. Donc, à contrario, une farine améliorante pourrait même conduire à des résultats moins bons que ce que vous ne pensez. L'essence d'une farine améliorante, c'est pour bien faire, c'est d'être mélangée à petite dose avec une farine un peu plus commune pour la redresser. Donc, attention quand on fait ça. Je suis coupé là. Alors, je vois la carie. Je vois une question sur la carie. Oui. Bon, la carie, ça, c'est absolument quelque chose à éviter. Hein. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'odeur amenée par la carie, ça relève du poisson qui a un certain âge. Donc, c'est très, très, très désagréable. Donc, c'est vrai qu'à l'inverse, on n'en a pas parlé, et je rebondis sur cette question-là. À partir du moment où on revient à des techniques avec moins de fongicides, moins de ceci, moins de cela, faites attention qu'on revoit des problèmes de carie, on revoit des problèmes de claviceps surpuréen, d'ergot. Donc, ça aussi, il faut faire attention hein, à l'ergot. Si vous voyez de l'ergot dans du grain, c'est stop. Hein, parce qu'il y a des alcaloïdes puissants là-dedans. Hein. Ouais. C'est réglementé. Hein. Ça, Là aussi, vous aurez l'AFSCA sur le dos. Hein. Alors, l'ergot, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais par exemple, c'est très sympa, les fauchages tardifs au bord des routes, mais la graminée au bord de la route, dans les talus, peut être l'hôte de l'ergot et le transmettre en bordure du champ de céréales. Hein. Donc, moi, les fauchages tardifs, pour certains aspects, c'est sympa, mais pour l'ergot, c'est moins sympa. Hein. Donc, ergot, il faut faire attention. Carie, il faut faire attention. Fusariose, il y a beaucoup de pièges. Hein. Et je dirais que si vous vous faites attraper sur des motifs de santé alimentaire de type carie, ergot, mycotoxines, etc., ça peut vous coûter cher. Hein. Je veux dire, ça peut vous plomber tout votre business, quoi. Avec votre réputation, avec, je veux dire, c'est des gros enjeux, quoi. Ah oui. Je veux dire, si vous avez un problème avec une farine qui donne des pains un petit peu plats, bon, ben, c'est pas si grave, on n'en meurt pas. On aura des pains un peu plus plats et puis basta. Mais si vous avez des problèmes avec la mycotox et que vous faites pincer par l'AFSCA, ça, ils vont vous épingler. Hein. Ils ont le pouvoir de mettre les scellés sur tout. Hein. Ils ont le pouvoir d'arrêter une production. Hein. Ils ont le pouvoir d'expédier tous vos lots en cimenterie. Hein. En cas de doute. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou remarques ou non.
En tout cas, si jamais vous avez de toute façon encore des questions ou quoi aux caisses, ben, n'hésitez pas soit à contacter directement Georges, soit vous revenez vers nous et nous on transmet et on groupe les demandes. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, ben, j'en profite pour vous remercier tous pour votre participation. Un grand merci à Georges pour toutes les infos et la présentation hyper pédagogique d'un sujet pourtant bien technique. Mais tu vulgarises ça avec une aisance, voilà, qui est très agréable à écouter en tout cas. Et, Avec plaisir. Et j'en profite aussi du coup pour vous rappeler donc le troisième module de formation qui là sera plus sur les aspects économiques. Pour l'instant, donc est toujours maintenu au 20 avril à 12h30. Bon, pour l'instant, on le maintient en présentiel en 20, mais on verra en fonction de l'évolution des mesures sanitaires enfin voilà, comment ça évoluera. Donc, comme pour aujourd'hui, si jamais il y a changement, de toute façon, vous serez prévenu quelques jours avant si ça devait se faire en visio. Donc voilà. Que dire d'autre? D'ici là, si jamais vous avez des questions aussi ou d'autres projets ou quoi au caisse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc on peut venir aussi en ferme, etc. Si besoin est. Et voilà. Si vous n'avez plus de questions, à tout bientôt. Bonne continuation et encore un grand merci à tous. Et de toute façon, vous recevrez toutes les présentations donc, par mail ainsi que le lien vers la vidéo d'ici quelques jours, le temps qu'on charge ça sur le site. Au plaisir et merci. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Super. Non, attends, pour quitter. Quitter, c'est comment? Ouais. Tout le monde.